Je ne sais pas si ça se voit, mais j'adore Star Wars, et ça fait des années que j'ai envie d'en parler sur la chaîne. Mais bon, faire une vidéo pour dire des choses que plein d'autres gens ont déjà dit, ça me faisait pas trop envie. Et puis Andor est sorti, une série que je n'attendais pas du tout à la base, mais dont les trailers avaient fini par m'intriguer. Et effectivement, il y avait de quoi, puisque c'est une excellente série. Les acteurs sont impeccables, ça a vraiment de la gueule, le scénario est très solide, et puis surtout, c'est une série très politique. Et moi, vous me connaissez, les sujets politiques, ça m'inspire pas mal. Et d'ailleurs, il n'y a pas que moi que ça inspire ce genre de sujet. Quand on parle pop culture et politique sur le YouTube francophone, il y a une chaîne qui vient tout de suite en tête, celle du camarade Bolchegeek. J'ai donc été lui demander ce qu'il pense de la série. Bon d'accord, je dois bien l'admettre, Andor c'est bien. Pourtant, c'est pas peu dire que la pelletée d'œuvres Star Wars pondues par Disney m'ont laissé perplexe, et avec la grosse impression qu'ils savaient pas trop quoi faire de cet univers à part des grosses thunes. Andor, pour le coup, c'est un peu différent. Ce qui est cool dans Star Wars, à la base, c'est beaucoup ce côté mythologique qui se mêle à la SF, une grande fresque épique, inspirée de tout un tas d'archétypes et de récits magiques. Cependant, c'est pas un scoop, cette dimension est toujours associée à une autre, plus politique. Évidemment, l'Empire renvoie explicitement au régime totalitaire, mais dès le départ, c'est pas juste pour rappeler les heures les plus sombres. Dans le contexte de l'époque, l'Empire, c'est aussi un peu les USA, et la crainte d'une dérive autoritaire sous l'administration ultra-conservatrice de Nixon. Vous imaginez bien que la résistance héroïque des petits Ewoks dans leur jungle contre une puissance impérialiste surarmée, quand la guerre du Vietnam est alors dans toutes les têtes, ça évoque des trucs. La prélogie, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, avait pour elle de raconter comment une démocratie en bout de course devient un régime totalitaire, rappelant la République de Weimar et l'ascension d'Hitler. Le tout en liant cet aspect au destin d'Anakin, basculant en miroir du côté obscur de la Force. Eh ben, Andor prend ses dimensions par l'autre bout. Il s'inscrit dans cette dimension politico-historique de l'univers de Star Wars en évacuant la dimension mythologique. Résultat, on n'aura jamais autant vu la vie des gens du commun, de la classe ouvrière plus spécifiquement, sous l'Empire. Comment ce dernier est concrètement administré, comment se passe le travail et l'économie, et bien sûr, comment ce peuple peut se soulever et devenir révolutionnaire, loin des seuls grands héros aristocratiques de la résistance. Il y a beaucoup de choses qui traversent la série. Je veux pas les citer pour chaque chapitre et pour chaque verset, mais c'est la révolution russe, c'est les montagnards, c'est tel aspect intéressant de la révolution haïtienne, c'est la ANC, c'est le siège de l'Irgun, la Palestine, c'est le Congrès continental, ça remonte tout. 3000 ans d'histoire proprement documentée. L'esclavage, l'oppression, le colonialisme, les sales comportements, les trahisons, l'héroïsme. Je veux dire, c'est un continuum. Bon, tout ça c'est bien beau, mais ce qui fait que ça marche surtout, un peu comme c'était le cas avec l'approche très matérialiste de Game of Thrones sur la fantasy, c'est que pour une fois, on a clairement affaire à des auteurs qui ont lu un peu d'histoire politique et connaissent leur sujet, plutôt que de se contenter de grandes idées et de leçons de morale. Et ça, ça fait du bien dans des univers qui prenaient un peu la poussière. On va donc explorer un peu quels éléments historiques ont pu inspirer Tony Gilroy et les autres scénaristes pour créer Andor. Alors attention, je ne dis pas que tout ce dont je vais parler ici est forcément ce qui a inspiré les créateurs, il y a toujours d'autres possibilités, mais en tout cas, à chaque fois, il y a des similitudes intéressantes. Aussi, pour pouvoir analyser tout ça, il va falloir spoiler pas mal, donc vous êtes prévenus, allez, générique. Our show, in many ways, is about becoming. It's a revolution becoming a revolution. It's about Cassian Andor becoming a revolutionary and then becoming a leader. On l'a vu dans sa série, Tony Gilroy veut montrer comment naît une révolution, et comment des gens ordinaires deviennent des révolutionnaires. Mais pour que ce processus puisse démarrer, il nous faut quelque chose contre lequel vouloir se révolter. Il nous faut donc des oppressions et des oppresseurs. We need the Empire to help. We need them angry. We need them coming down hard. Oppression breeds rebellion. Évidemment, on est dans Star Wars, donc l'oppresseur ce sera l'Empire la plupart du temps. Mais c'est là qu'on a la première originalité du show, c'est que pendant les 3 premiers épisodes, on ne voit pas du tout l'Empire. On en entend vaguement parler une ou deux fois, mais à part ça, rien. Ici, les oppresseurs ne sont pas directement l'Empire, mais la Corporate Security, qui est une genre de force de police privée à laquelle l'Empire délègue son autorité sur le secteur. Corporate tactical forces are the Empire's first line of defense, and the best way to keep the blade sharp is to use it.
Dans notre monde à nous, cela peut évoquer les sociétés militaires privées, ou SMP, qui ont notamment été déployées en Irak après la deuxième guerre du Golfe en 2003. Après l'invasion, ces SMP vont représenter la deuxième force d'occupation du pays, l'équivalent de 20% des forces américaines sur place. Ces SMP servent plusieurs objectifs. Elles sécurisent les secteurs où travaillent des entreprises occidentales, elles assurent la sécurité de convois de transport de matériel ou de personnes, et certaines, comme la société DynCorp, ont même servi de police localement, en plus de leur rôle de formation de la nouvelle police irakienne. On a là pas mal de similitudes avec nos agents de la Corporate Security, qui ont aussi un rôle de sécurité et de police, puisqu'ils servent des mandats d'arrêt. We have a warrant for Cassian Andor. Les similitudes ne s'arrêtent pas là, puisqu'on voit la Corporate Security abuser de son pouvoir. La première scène du show nous montre ces agents tenter de racketter Cassian. Et lors de leur intervention sur Ferrix, ils tuent un innocent, la personne même qui leur a donné l'info qu'ils voulaient. C'est ballot, hein. Max! What have you done to her? You stop right there! She's bleeding! I'm telling you to stop! No seem separate. Her deadness! Les SMP de chez nous ne sont pas en reste. Ainsi, des SMP opérant au Kosovo ont été accusés de crimes sexuels et de racket. En Irak, outre les nombreux abus sur les prisonniers, on a aussi eu 17 civils irakiens tués et 18 blessés par des mercenaires de la société Blackwater en septembre 2007. Le manque de supervision et le flou juridique autour des SMP a sans doute participé à la possibilité de toutes ces exactions, ce qui fait que le gouvernement américain a resserré les boulons en 2008 en soumettant officiellement les SMP aux autorités militaires. Ce qui fait que les mercenaires peuvent désormais passer devant une cour martiale s'ils ne respectent pas les règles d'engagement ou commettent des crimes de guerre. Mais bon, on n'est pas complètement sorti de l'impunité, puisqu'en 2020, ce bon vieux Donald Trump a décidé de gracier les membres de Blackwater qui avaient été condamnés pour le massacre de 2007, dont j'ai parlé tout à l'heure. Dans Endor, nos amis de la Corporate Security se font bien taper sur les doigts et virer, mais visiblement aucun d'eux ne subit de sanctions juridiques. Et leur institution est remplacée par une occupation impériale. On ne peut pas dire que les habitants gagnent au change sur ce coup-là. Autre forme d'oppression observée dans la série, le colonialisme. C'est un peu exploré dans les flashbacks sur la jeunesse de Cassian sur Kenari, planète qui a clairement été exploitée pour ses ressources sans considération pour ses populations. Mais c'est surtout avec l'arc sur Aldhani que la thématique est développée. Sur Aldhani, on a donc face à face l'Empire qui s'est installé de base et une population autochtone rurale. Une population autochtone que les impériaux considèrent avec un grand mépris. The Danis, they're a simple people. They breed a sad combination of traits that make them particularly vulnerable to manipulation. On a practical level, they have great difficulty holding multiple ideas simultaneously. On peut voir un parallèle assez évident avec les populations amérindiennes et la manière raciste dont elles sont perçues par les Européens puis par les Américains. Tout comme les Dani, les différentes tribus amérindiennes sont traitées comme des sauvages, des êtres non civilisés, voire carrément comme des animaux. Par exemple, l'écrivain américain Hugh Henry Brackenridge écrit en 1783 « Je joins quelques observations concernant ces animaux vulgairement appelés indiens. On peut dire que l'agriculture et la mise en valeur donnent un droit de propriété sur la terre. Quel usage ce troupeau annelé, zébré, tacheté, moucheté fait-il du sol? Le cultive-t-il? En ce qui concerne les traités de paix avec cette race, on peut y opposer plusieurs arguments. Ils ont une forme humaine, et peut-être appartiennent-ils à l'espèce humaine, mais dans leur état présent, ils se rapprochent plutôt du diable. Pour les colons, les Amérindiens ne sont pas civilisés, donc leur première approche sera d'essayer de les civiliser. Alors à quoi ça correspond la civilisation pour ces gens? Eh bien, il faut devenir chrétien déjà, ça c'est la base. Abandonner le nomadisme pour les tribus qu'ils pratiquaient, pour se mettre à l'agriculture, parce que bon, le camping, ça va bien 5 minutes, hein. Et puis bien sûr, il faut qu'ils se mettent à la propriété privée. Et pour montrer qu'on croit vraiment dans le concept, là, le must, c'est de posséder des esclaves. Et oui, pour ces gens,
Posséder des esclaves, c'est la marque d'un être civilisé. Sacré concept. 5 tribus vivant proches des colons ont adopté progressivement ces changements, leur valant d'être appelés par les Blancs les 5 tribus civilisées. Les Cherokees, plus particulièrement, s'engagent sur cette voie, tout en veillant à garder leur identité culturelle. Ainsi, ils laissent les missionnaires chrétiens s'installer sur leur territoire, mais à la condition qu'ils construisent d'abord des écoles qui seront fréquentées par les garçons et par les filles. Ils apprennent donc l'anglais, mais ils n'abandonnent pas leur culture, puisqu'un certain Sequoyah crée un système syllabique de 85 signes qui permet de faire du Cherokee une langue écrite. Ainsi, le journal de la nation Cherokee, le Cherokee Phoenix, publie en anglais et en langue Cherokee. Les Cherokees développent également un système politique à l'américaine avec une constitution adoptée en 1827. Dans Endor, pas question de civiliser les Dani, mais si l'Empire est présent, ce n'est pas pour rien. Il veut obtenir leurs terres. There used to be hundreds of settlements up here. 40,000 Aldanis all across the highlands. They were here for centuries. But it only took the Empire a decade to clear them out. Kill them. No. Drove them south. There's an enterprise zone in the lowlands. Factories, new towns, imperial housing. Aldani has the unfortunate quality of being close to nothing and not very far away from everything. It's the perfect hub for distribution, if one were trying to take over the galaxy. Et c'est exactement la même chose avec les Amérindiens, puisque, civilisés ou pas, ça emmerde quand même un peu les Américains de ne pas pouvoir tranquillement exploiter leur territoire, surtout quand ils recèlent de choses intéressantes. C'est ainsi qu'à la fin des années 1820, on découvre des gisements d'or sur le territoire Cherokee. Et en 1830, le Congrès des États-Unis vote l'Indian Removal Act, par lequel le gouvernement force les fameuses 5 tribus civilisées à abandonner leur territoire pour se relocaliser sur un autre, à l'ouest du Mississippi. Les Cherokees tentèrent bien de s'opposer à ce déplacement en s'engageant dans une bataille judiciaire et législative avec l'État de Géorgie et le gouvernement américain. Mais le gouvernement américain finit par négocier un traité avec un groupe de Cherokees minoritaires favorable au déplacement en 1835. Le Conseil Cherokee refuse le traité, mais le Sénat américain le vote quand même. Malgré les protestations des Cherokees, le traité est mis en application et le gouvernement envoie l'armée pour superviser le déplacement forcé. La déportation des 5 tribus sera nommée la piste des larmes. 60 000 personnes sont déportées sur 10 ans. Autour de 10 000 meurent de froid, de faim ou de maladie. Rappelons que le président Jackson avait présenté l'Indian Removal Act comme un texte humanitaire qui devait permettre aux tribus amérindiennes de, je cite, se déplacer vers d'autres terres plus propices à leur bonheur. Dans Endor, les Dani sont victimes d'une politique de relocalisation similaire. Le commandant de la base se lance d'ailleurs dans une petite explication sur comment il les manipule pour obtenir ce qu'il veut d'eux. It's a 10-day trek up from the lowlands. We offered them a transport because we know they'll refuse, but then along the way we've placed a series of comfort units. Shelters and taverns with cheap local beverages. Quite predictably, what began as 500 pilgrims at the bottom has already dwindled down to... Where are we now, Lieutenant? We counted 60 last night, sir. They may pick up some Highland stragglers along the way, but so far it's developing as we'd expected. Not that long ago, they'd put 15,000 out there. Cette manipulation par l'alcool est quelque chose qu'on retrouve également avec le traitement des Amérindiens par les Blancs. Benjamin Franklin, un des pères fondateurs des États-Unis, écrit à propos des Amérindiens « Ils deviennent très facilement ivres, et lorsqu'ils le sont, ils sont très querelleurs et chaotiques. Si c'est vraiment la volonté de la Providence d'expulser ces sauvages pour faire de la place aux cultivateurs de la terre, il ne semble pas improbable que le rhum en soit le moyen tout désigné. Il a déjà annihilé toutes les tribus qui habitaient sur la côte. » Les Amérindiens eux-mêmes ne sont d'ailleurs pas dupes sur l'utilisation de l'alcool par les Blancs. Gish Kenatsi, un chef Shawnee, en parle à un missionnaire. En comprenant la faiblesse et l'impuissance des Indiens, les Blancs ont un certain pouvoir sur nous, tout en prétendant, avec toute leur ruse, qu'ils ne veulent que notre bien. Ils amènent du rhum dans nos villes, et l'offrent aux Indiens et leur disent de boire. Ils font ça jusqu'à ce qu'ils se mettent à agir comme s'ils n'avaient plus toute leur tête. Puis les Blancs se lèvent et rient des Indiens, en s'exclamant que les Shawnees sont des idiots. Mais qui les rend idiots ? À qui est-ce la faute ? Enfin, pour sceller le traité qui leur permet d'utiliser leurs terres, l'Empire doit se plier à une petite cérémonie avec les Dani.
Les différentes tribus amérindiennes aussi signent de nombreux traités avec les Européens, puis les Américains au cours de leur histoire. Ces traités sont accompagnés de rituels et d'échanges de cadeaux afin de rendre les accords sacrés et donc supposément inviolables. Parmi ces rituels, le fameux calumet de la paix pouvait être utilisé pour sceller l'accord. Mais ces calumets ne sont pas utilisés par tous les peuples amérindiens, et ont aussi d'autres usages que celui de finaliser un traité. Étudions maintenant l'organisation qui va plus ou moins servir de grand méchant dans cette série, l'Imperial Security Bureau ou ISB. L'ISB tel qu'on nous le présente dans Endor et dans d'autres œuvres du canon Star Wars, c'est tout simplement la police politique du régime impérial. C'est bien simple, à peu près toutes les dictatures en ont une. Le KGB en Union soviétique, l'Okhrana pour la Russie tsariste, ou encore la Gestapo pour l'Allemagne nazie. What do we do here? Sir? What is our purpose, Legret? On Vala 6? I open the question to the room. What do we do in this building? Why are we here? Anyone? We're here to further security objectives by collecting intelligence, providing useful analysis, and conducting effective covert action, sir. Very good, Dedra. That is verbatim from the ISB mission statement. La loi du 26 avril 1933, qui crée officiellement la Gestapo, dit « Sa tâche consiste à enquêter dans l'ensemble de l'État sur toutes les activités politiques qui le mettent en danger, et à rassembler et évaluer les résultats de ces enquêtes. » Une description officielle assez similaire donc entre l'ISB et la Gestapo. Mais la similitude est poussée plus loin, même dans les métaphores. Écoutez ce que dit le major Partagaz sur le rôle de l'ISB. We are healthcare providers. We treat sickness. We identify symptoms. We locate germs, whether they arise from within or have come from the outside. The longer we wait to identify a disorder, the harder it is to treat the disease. Et maintenant, écoutez ce que dit l'historien Ulrich Elbert à propos de la Gestapo. Et l'objectif était que la Gestapo devienne une sorte de médecin pour le corps du peuple allemand. Donc le peuple allemand devait être libéré de tous les éléments qui le dérangeaient politiquement, mais aussi biologiquement. Et c'était une toute nouvelle mission. Le parallèle entre les deux organisations se poursuit également dans leur mode de fonctionnement. Tout le monde savait où elle avait ses bureaux, et elle était dans l'annuaire téléphonique. Donc tout le monde connaissait son existence, et tout le monde savait comment la joindre si nécessaire. Au début, il y a eu plusieurs reportages qui sont parus dans des journaux allemands, commandés par la Gestapo, ou écrits par des journalistes, qui racontent la perfection et l'infaillibilité de la Gestapo, sa modernité, à quel point elle sait tout ce qui se passe, elle voit tout, rien ne lui échappe. C'est elle-même qui a créé ce mythe. Comme la Gestapo, l'ISB est une institution qui n'a rien de véritablement secret. Tout le monde en connaît l'existence et redoute son pouvoir, notamment Mon Mothma ou Saw Gerrera. Ces locaux sont clairement identifiables et situés dans un endroit qui est visiblement très passant et facile d'accès puisque notre cher Cyril peut tranquillement faire son stalker devant. Même ces agents portent un uniforme particulier complètement blanc qui permet de les reconnaître aisément. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on peut reconnaître le colonel Yularen, dirigeant de l'ISB et qu'on peut voir dans la série Endor, et qui apparaît dès le premier film Star Wars, lors de la réunion à bord de l'Étoile Noire. Ici. Tout comme l'ISB dans le show, les principales sources d'informations de la Gestapo sont les dénonciations de civils qui agissent soit par idéologie, soit par appât du gain. Double the reward. You found him? I want twice as much and a ride out of here when it's over. Where is he? Pretend you're arresting me. Hey! What do you think you're doing? Hey, move it! Move! Ou alors en utilisant la torture sur des prisonniers qui peuvent alors livrer des informations, voire être transformés en agents doubles. Cette méthode va faire des ravages dans les rangs de la résistance. C'est d'ailleurs une des principales hypothèses sur ce qui aurait permis à la Gestapo de capturer Jean Moulin, le chef de la résistance française, qui aurait été trahi par un autre résistant. La terrifiante scène de torture qu'on retrouve dans Endor, où la pauvre Bix est torturée uniquement par des sons, est-elle sans doute plutôt inspirée par les tortures infligées par la CIA à Guantanamo ou en Irak à l'aide de musique. Enfin, la manière dont l'ISB applique une politique de représailles après l'attaque rebelle sur Aldhani trouve aussi ses inspirations dans les méthodes de maintien de l'ordre du Troisième Reich. The following measures will be adopted empire-wide as of today. A tribute tax equal to 5 times the amount stolen from Aldhani will be levied on any sector harboring partisan activity. We will make it clear that no one steals from the Empire. Any criminal act
with even indirect effect on the Empire, will henceforth be branded a Class 1 offence. All prison sentences are immediately re-evaluated. All outstanding fines and levies are to be paid in full. Exemple en France, après une série d'attentats contre les troupes allemandes, le commandement allemand publie le communiqué suivant le 14 décembre 1941. Des soldats allemands ont été assassinés dans le dos et blessés. En aucun cas, les assassins n'ont été arrêtés. Pour frapper les véritables auteurs de ces lâches attentats, j'ai ordonné l'exécution des mesures suivantes. Une amende d'1 milliard de francs est imposée aux juifs des territoires français occupés. Un grand nombre d'éléments criminels judéo-bolcheviques seront déportés aux travaux forcés à l'Est. D'autres déportations seront envisagées sur une grande échelle si de nouveaux attentats venaient à être commis. 100 juifs, communistes et anarchistes qui ont des rapports certains avec les auteurs des attentats seront fusillés. Quoi de mieux pour dépeindre le fascisme de l'Empire que de s'inspirer pour créer son principal organe de répression d'une des pires polices secrètes de l'histoire. Mais l'oppression et l'aspect répressif de l'Empire s'expriment encore mieux par le biais d'un des arcs les plus intéressants de la série, celui de la prison de Narkina 5. Dans la série, Cassian est condamné ironiquement pour des actes qu'il n'a pas commis, à la suite d'un jugement très expéditif. 6 years. 6 years? No, wait! Change of guidelines. Take him away. I didn't do anything. Hey! Take it up with the Emperor. Tout ça alors qu'il avait décidé, après le succès du braquage d'Aldani, de ne pas s'engager dans la rébellion et simplement aller se la couler douce sur une planète qui semble dédiée au tourisme et à la farniente. Mais comme l'illustre la série, on ne peut pas vraiment connaître de paix dans une société totalitaire, même si on décide de l'ignorer. Cassian est donc envoyé en prison, une prison où tous les détenus sont forcés de travailler. Les condamnations à des travaux forcés sont un classique à travers l'histoire, mais on va s'intéresser plus particulièrement à 2 exemples qui ont pu inspirer Tony Gilroy. Le premier a déjà été pas mal évoqué dans les médias, car beaucoup ont vu dans cet arc de la prison une critique du système carcéral américain. Et en effet, selon un rapport de l'ACLU, Union américaine pour les libertés civiles de 2022, près de 76% des prisonniers qui travaillent aux États-Unis sont obligés de le faire sous peine de subir des punitions supplémentaires, comme le fait d'être envoyés en isolement. Les prisonniers de Narkina 5 dans Andor n'ont pas le choix non plus, même si dans leur cas la punition est un peu plus vigoureuse. Les prisonniers américains sont payés avec des salaires extrêmement bas. Par exemple, en Louisiane, ils sont payés 4 cents de l'heure. Dans 4 États, le Texas, la Géorgie, l'Arkansas et l'Alabama, le travail des prisonniers n'est même pas payé. Et à la place, ils peuvent recevoir des récompenses non monétaires, comme ce qu'on voit dans Andor. Winner gets taste with their food. Top table wins flavor. Last place gets fried. Alors attendez, on a donc des gens qui sont forcés de travailler, sous peine d'être punis, et qui, dans certains cas, ne touchent même pas de rémunération pour ce travail ? Ce serait pas ce qu'on appelle de l'esclavage, par hasard ? Alors je sais bien que les 4 États que j'ai cités étaient esclavagistes, mais quand même, j'ai pas rêvé. C'est le Nord qui a gagné la guerre de sécession. Ils ont bien aboli l'esclavage, non ? Alors je vous rassure, on ne vous a pas menti. Les nordistes ont bien gagné et l'esclavage a été aboli. Sauf que l'amendement qui abolit effectivement l'esclavage dans la Constitution américaine affirme « Ni esclavage ni servitude involontaire ne peuvent être pratiqués aux États-Unis, sauf en tant que punition pour un crime auquel une personne aurait été condamnée par la justice ». C'est donc l'amendement qui abolit l'esclavage qui permet aujourd'hui d'obliger des gens à travailler pour rien. Sacrée ironie, hein ? Mais revenons à Cassian Andor et à ses co-détenus. Dans sa prison, on se rend vite compte qu'on manque un peu de gardiens, et donc ces derniers délèguent un peu de leur pouvoir de surveillance à un autre détenu, responsable de maintenir la cadence de travail et de contrôler les prisonniers pour qu'ils se tiennent tranquilles. Dans la section de Cassian, c'est le fantastique personnage de Kino Loy qui tient ce rôle. My name is Kino Loy. I'm the 52D unit manager. The 49 men in this room answer to me. Name? Kiev. Kiev Gurgal. You won't be back. They only come to pick up the dead and bring their replacements. You're mine now. Off program! Dans les camps de concentration de l'Allemagne nazie, on a le système des capots, des prisonniers qui sont chargés de veiller à la bonne marche du camp, de veiller à ce que le travail soit bien fait, vérifier la cadence, prévenir les tentatives d'évasion, en échange de quoi il reçoit des avantages.
Ce sont souvent des criminels de droit commun qui profitent de leur pouvoir pour se montrer cruels et violents, ajoutant à la terreur du camp. Mais cela pouvait aussi être des prisonniers politiques qui, pour certains, au contraire, essayaient d'utiliser leur position pour préserver au mieux les autres détenus et les mettre à distance de la SS. Ce fut par exemple le cas de Harry Nojox, un communiste allemand résistant au nazisme. Mais le pouvoir de ces capots reste limité à la satisfaction qu'ils apportent aux SS. Après 3 ans et demi à servir comme doyen au camp de Sachsenhausen, Harry Nojox perd sa position et est envoyé dans un autre camp qui pratique l'extermination par le travail. D'où il parviendra tout de même à survivre grâce à la solidarité entre prisonniers. Kino Loy dans la série est sûrement inspiré par ce genre de capots qui ont essayé de maintenir leurs co-détenus en vie en essayant de faire tampon entre eux et les SS qui gèrent le camp. Face à l'oppression, la première des résistances qui s'organise spontanément est la solidarité entre les individus. Dans Endor, ça s'exprime de différentes manières. Le mensonge pour couvrir Cassian. Whatever this is, when it's done, pull your boots on and get to work. You look like a wreck. I knew I could count on you. Héberger et cacher Cassian lorsqu'il est en fuite, prendre soin de sa mère lorsqu'il ne peut pas lui-même, ou encore un acte de résistance plus ouvert, prévenir de l'arrivée des forces de l'ordre dans la ville en tapant sur des bouts de métal. Ce qui, en plus de donner l'alerte, met bien la pression sur ces dernières. D'ailleurs, on a des exemples de pratiques un peu similaires, comme sous le Directoire en France, où on faisait sonner le tocsin dans certains villages à l'approche des gendarmes pour prévenir les réfractaires à la conscription qu'ils devaient se cacher. Ou encore plus parlant, en Irlande du Nord, quand les femmes tapaient sur le couvercle métallique de poubelle pour prévenir les combattants de l'IRA de l'arrivée de soldats britanniques dans les environs. Une pratique très commune pour les femmes catholiques d'Irlande du Nord pendant tout le conflit. Une pratique qu'on retrouve jusqu'à aujourd'hui, notamment pour son pouvoir intimidant assez efficace, comme vous pouvez le voir sur ces images de la Fosse-sur-Mer pendant les récents mouvements de protestation contre la réforme des retraites. Clairement, la ville d'où vient Cassian est ouvrière. C'est essentiellement du démantèlement de vieux vaisseaux, visiblement, mais en tout cas, c'est définitivement une ambiance prolo. Et non pas frollo, parce que ça, c'est le bossu de Notre-Dame, ça n'a rien à voir. Justement, dans le monde ouvrier européen du 19e siècle, on retrouve beaucoup cette solidarité. Plus particulièrement entre les militants de l'Association internationale des travailleurs, ou AIT. Par exemple, le militant de l'AIT Pierre Vésigné écrit un pamphlet contre Napoléon III, le mariage d'une Espagnole, et il est arrêté par la police. Une souscription est lancée pour l'aider à payer ses frais de justice et l'amende à laquelle il est condamné. Les militants en exil, en fuite, surveillés par la police ou en difficulté financière peuvent aussi recevoir de l'aide pour se cacher, un hébergement ou une aide financière. Les familles reçoivent aussi du soutien quand les ouvriers sont arrêtés, voire même tués par la répression. Des réseaux de solidarité se mettent aussi en place à la suite de la terrible répression de la Commune de Paris en 1871, notamment pour aider les communards à fuir à l'étranger. Mais pour passer des actes de solidarité à des actes de résistance plus directs, il faut prendre conscience de l'oppression, de sa nature et de son ampleur. C'est là que les écrits peuvent avoir leur importance. Dans la série, c'est Nemik et son manifeste qui parvient à mettre des mots sur ce que représente la domination impériale. Et c'est en partie grâce à lui que Cassian passe de simple voleur à révolutionnaire convaincu. I mean, it's so confusing, isn't it? So much going wrong, so much to say, and all of it happening so quickly. The pace of repression outstrips our ability to understand it, and that is the real trick of the Imperial thought machine. It's easier to hide behind 40 atrocities than a single incident, but they have a fight on their hands, don't they? Our elemental rights are such a simple thing to hold, they will have to shake the galaxy awfully hard to loosen our grip. Les exemples dans notre histoire sont nombreux. On pense bien sûr au manifeste du Parti communiste de Karl Marx, inspirateur de nombreuses révoltes et révolutions au cours du XXe siècle. On peut également citer Lénine qui écrit « L'impérialisme, dernier stade du capitalisme » juste avant la révolution russe, ou encore bien plus tôt
Qu'est-ce que le tiers-État par l'abbé Sieyès en janvier 1789 et qui décrit la situation politique française. Qu'est-ce que le tiers-État? Le plan de cet écrit est assez simple. Nous avons 3 questions à nous faire. Qu'est-ce que le tiers-État? Tout. Qu'a-t-il été jusqu'à présent dans l'ordre politique? Rien. Que demande-t-il? À y devenir quelque chose. Toutefois, dans ces 3 exemples, les auteurs sont des leaders politiques, des intellectuels qui ont une position différente de celle de Nemik, qui lui, en plus de ses écrits, est aussi un combattant qui participe à des actions armées. On pourrait plus le rapprocher d'un Che Guevara qui, outre son rôle de combattant dans la révolution cubaine, a également beaucoup écrit avant, notamment son carnet de voyage Voyage à motocyclette qui contient beaucoup de réflexions politiques, mais aussi après la révolution avec par exemple la guerre de guérilla en 1960. Bon, maintenant on a tous les ingrédients pour lancer la lutte armée contre l'oppression et entamer le processus révolutionnaire. Mais quand on affronte un monstre aussi énorme que l'Empire, forcément la lutte va prendre du temps avant d'éventuellement l'emporter. Et faire la guerre, même pour une bonne cause, ça coûte cher. What would we be stealing? The quarterly payroll for an entire imperial site. Ender nous fait découvrir un aspect qui n'avait jamais vraiment été abordé jusqu'à présent dans les films et séries Star Wars, la question du financement de la rébellion. Dans la série, cette question est centrale. D'une part avec le personnage de Mon Mothma, qui se retrouve dans la mouise après avoir largement utilisé sa fortune familiale pour financer les rebelles, et avec ce qui nous intéresse ici, le braquage de la garnison d'Aldhani, où notre bande de rebelles parvient à dérober la solde des troupes impériales de tout un secteur, ce qui a l'air de faire un beau pactole, même si cette victoire leur coûte très cher. Le braquage comme mode d'action pour financer la lutte est une pratique qui s'est beaucoup vue au cours du XXe siècle. On peut par exemple citer l'anarchiste ukrainien Makhno, qui a pratiqué des hold-up de riches bourgeois, et ça a été pratiqué jusqu'à assez tard, avec notamment le groupe anarchiste Action Directe en France dans les années 80. Mais pour le coup, Tony Gilroy a dit dans une interview à Rolling Stone ce qui l'a directement inspiré, Staline. Et oui, avant d'être un dictateur cruel, Staline était un jeune révolutionnaire de terrain dans l'Empire russe. Dans le cadre de ses actions révolutionnaires, il organise de nombreux braquages, mais le plus connu et le plus spectaculaire est celui de Tiflis en 1907. Staline fait attaquer une diligence qui transporte de l'argent vers une banque par des hommes et des femmes qui lui sont dévoués. L'attaque a lieu en pleine ville et on ne peut pas dire qu'elle soit subtile. Au passage du convoi, les révolutionnaires lancent de multiples petites bombes sur le convoi et son escorte, puis ils ouvrent le feu sur les policiers en faction devant la banque. Ça tourne vite au carnage, près de 40 personnes sont tuées et encore plus de blessés. Le bras droit de Staline, un certain Kamo, débarque déguisé en capitaine de cavalerie au milieu du bordel. Avec l'aide de ses complices, il charge l'argent dans une charrette et file. En chemin, il rencontre un fourgon de police qui arrive en renfort. Kamo leur hurle « L'argent est en sécurité, filez vers la place !» et il s'exécute. Le butin est mis en sécurité, on l'estime à peu près à l'équivalent de 3 400 000 € d'aujourd'hui. Une bien jolie somme pour un seul braquage. Et malgré le bain de sang, aucun des révolutionnaires impliqués n'est arrêté ou tué. L'affaire fait la une des journaux dans toute l'Europe. Mais malgré le succès financier de l'opération, le nombre de morts scandalise jusque dans le propre camp de Staline, qui se fait éjecter du parti bolchevique géorgien. Par la suite, il n'ira toujours avoir été à l'origine de ce braquage, même si on le sait aujourd'hui que c'était bien son idée, et qu'il en a encore organisé plusieurs après celui-ci. Now we know that when they say we are being released, we are being transferred to some other prison to go and die. And that ends today. There is one way out. Cassian et ses co-détenus comprennent qu'ils mourront en prison, et que leur seul espoir est de tenter de tous s'évader. Cette histoire peut faire écho à l'insurrection du camp de Treblinka. Treblinka était un camp d'extermination nazie où furent assassinés entre 7 et 900 000 personnes, essentiellement des juifs, mais également des roms. Outre ceux qui étaient gazés dès leur arrivée, environ 1000 prisonniers juifs étaient gardés en vie pour travailler sur le camp. Parmi ces prisonniers se forme un mouvement de résistance qui a pour but d'organiser une insurrection dans le camp pour en prendre le contrôle et permettre à tout le monde de s'enfuir. Après des mois de préparation,
et un report de la date prévue initialement, les détenus décident de lancer l'insurrection début août 1943. En effet, ils constatent qu'ils ont de moins en moins de travail, et se doutent donc que le camp va bientôt être fermé et qu'ils seront liquidés. C'est donc leur dernière chance de s'en sortir, un peu comme les prisonniers de Narkina 5. Le 2 août, les détenus profitent du fait qu'une partie des gardiens soit partie profiter de leur journée de repos pour aller nager dans une rivière voisine et lancent leur attaque. Ils s'emparent de fusils et de grenades et attaquent la porte principale, pendant que d'autres escaladent les clôtures. C'est un massacre. Sur les 700 juifs qui participent à l'insurrection, seuls 200 parviennent à s'enfuir. Sur ces 200, seuls 70 parviennent à échapper à la poursuite et à survivre jusqu'à la fin de la guerre. Outre le fait de se faire s'évader des détenus, un des buts de l'insurrection était de pouvoir faire connaître au reste du monde ce que les déportés avaient vécu et ce qu'ils avaient vu. Ainsi, un des évadés, Jankel Wiernik, parvint jusqu'à Varsovie où il écrit un rapport intitulé « Un an à Treblinka » sur son expérience. Environ 2000 copies furent distribuées clandestinement en Pologne et la résistance polonaise le fit parvenir jusqu'à Londres. Cette volonté de faire connaître au monde les horreurs vécues, on la retrouve dans la série Endor à travers le personnage de Melchi qui se donne cet objectif une fois hors de danger. Somebody's got to tell people what's happening down there. We need to split up. Double our chances. One of us has to make it. People have to know what's going on. Pour finir, revenons sur le final de la série. On a déjà vu que le show avait pour but de raconter comment une révolution naît. Et bien avec ce final, on y arrive, la naissance de la révolution. Alors bien sûr, il y a déjà des activités rebelles avant. Mais là, on arrive à un moment où ce ne sont pas des militants qui lancent des opérations discrètes contre l'Empire, mais une population civile qui s'oppose frontalement, violemment et publiquement à l'autorité impériale. Revenons sur ce moment. Marva, une membre éminente de la communauté de Ferrix et qui ne cachait pas ses sympathies pour les rebelles, vient de mourir. On lui organise donc des funérailles. Et ces funérailles se transforment en un acte d'opposition à l'autorité de l'Empire, presque une manifestation, avant de tourner à l'insurrection. Et là c'est très intéressant car on retrouve une pratique très courante en France au cours du 19e siècle, celle des enterrements d'opposition. Ce rituel se développe dans les années 1820, à l'époque de la restauration de la monarchie. Lorsque les funérailles d'un opposant politique au régime ont lieu, cela permet à tous les opposants de se rassembler, de se montrer, voire de protester en toute impunité. C'est un moyen de contestation majeur au 19e siècle, particulièrement utile sous les régimes autoritaires où le vote n'est réservé qu'aux plus riches, en plus de n'être pas super utile, et où les manifestations comme on les pratique aujourd'hui sont absolument interdites. Les funérailles en revanche sont difficiles à interdire, et c'est pour ça qu'elles sont régulièrement détournées en action d'opposition. On considère généralement le premier de ces enterrements d'opposition comme celui du jeune étudiant Nicolas Lallemand, tué par les forces de l'ordre en juin 1820. Mais la pratique se popularise vraiment avec les funérailles du général Foy en novembre 1825 qui attirent environ 100 000 personnes. Ces enterrements se caractérisent en général par un deuil ostentatoire, des slogans et une oraison funèbre transformée en discours politique. Des éléments qu'on retrouve aussi dans les funérailles de Marva dans la série, même si, la technologie le permettant, le discours est ici donné par la défunte elle-même. There is a wound that won't heal at the center of the galaxy. There is a darkness reaching like rust into everything around us. We let it grow and now it's here. It's here and it's not visiting anymore. It wants to stay. The Empire is a disease that thrives in darkness. It is never more alive than when we sleep. Comme dans la série, le cadre des enterrements politiques du 19e doivent être négociés avec les autorités. Dans la capitale, c'est la préfecture de police de Paris, en concertation avec la famille, qui va établir le trajet du cortège. On va généralement préférer un trajet plus court, parfois en faisant en sorte d'éviter les quartiers populaires dont on craint l'agitation. Ces funérailles concernent d'abord essentiellement des députés, ex-députés ou des généraux connus pour leur opposition au régime. Et puis, elles concernent de plus en plus de journalistes et de militants victimes de répression à partir des années 1830. Cette pratique est une des étapes qui donnera plus tard les manifestations classiques que nous connaissons aujourd'hui. Les funérailles historiques qui ressemblent le plus à celles de Marva sont probablement celles du général Lamarque,
le 5 juin 1832 sous la monarchie de Juillet. Le climat de tension est alors extrême. Les forces de l'ordre sont présentes massivement et font peser un climat menaçant. Les rumeurs vont bon train. On parle d'un projet d'insurrection, à la fois chez les opposants, mais aussi parmi les forces de l'ordre. On parle également d'arrestations de militants républicains. De nombreuses micro-violences émaillent le cortège entre les opposants et les forces de l'ordre qui refusent de retirer leur chapeau en signe de respect au passage du cortège. Sur le pont d'Austerlitz, ça dégénère et les funérailles se transforment en insurrection en bonne et due forme avec affrontements, établissement de barricades, etc. etc. L'insurrection est finalement écrasée par les troupes royales et la garde nationale, comme celle de Férix dans la série. Si cette insurrection lancée à la suite de funérailles a peut-être inspiré Tony Gilroy pour Endor, elle a inspiré une autre œuvre de fiction célèbre, Les Misérables de Victor Hugo, puisque c'est lors de cette insurrection que se déroule une partie du roman. Et oui, les révolutions manquées, par leur côté tragique, font de l'excellent matériel pour les auteurs de fiction. Alors bien sûr, avoir de bonnes et de multiples références historiques ne suffit pas à faire une bonne série. Le show a pour atout des performances d'acteurs et d'actrices de grande classe et des plans qui tabassent sévère. Mais l'inspiration puisée dans l'histoire politique de notre monde donne un vrai sens du réel au monde de la série et aux luttes des personnages. C'est pour ça que ça marche aussi bien, et c'est pour ça que plein de scènes me filent autant d'émotions. Je suis en colère quand les personnages subissent de l'oppression, et j'exulte quand enfin ils se révoltent contre leurs oppresseurs. Toute cette histoire me parle parce qu'elle est puisée au sein de notre histoire et de ce qui continue d'émailler encore l'actualité. Et c'est comme ça qu'on peut se servir de l'histoire pour réaliser une excellente série qui n'a pourtant rien d'historique. Un grand merci à Bolshevik et Kate pour leur participation à cet épisode. Si par hasard vous ne connaissez pas leur chaîne YouTube, je vous en supplie à aller la voir. Ça parle de pop culture sous un angle politique et social et c'est absolument passionnant. Très clairement une de mes chaînes favorites sur YouTube. En plus, ce sont des grands fans de Jurassic Park, donc évidemment, ce sont des gens de goût. À la prochaine, et en attendant, n'oubliez pas de faire comme John Hammond.